Le roman se passe dans un appartement. Alors c'est un appartement haussmannien, je pense que ça parle à l'imaginaire collectif. On visualise les grandes pièces, la lumière, les parquets, les lustres, les moulures, les corniches. Et cet appartement va très rapidement devenir un monde à part. D'abord, on ne connaît pas son adresse. Ensuite, on voit que les voisins sont extrêmement discrets. On ne sait même pas à quel étage on habite. Et tout cela donc contribue à créer une ambiance un peu particulière. De la même façon que on a rapidement l'impression de vivre dans un temps suspendu, comme dans une capsule temporelle. On remarque par exemple que les objets techniques, tout semble s'être arrêté dans les années 80. Il y a une vieille télé une vieille télé qui ressemble à ces écrans là bombés, voilà, qu'on a vu dans les vieux foyers. Il y a une cuisine qui évoque plutôt le climat de la guerre froide. Enfin bref, il y a comme un temps suspendu et le passage du temps, enfin le temps passe de façon très très lente. Hein. Il y a quelques indications, quelques marqueurs temporels dans le livre. C'est les saisons. On se trouve à l'intérieur et c'est les saisons qui vont permettre finalement de dater, de voir un petit peu comment passe le temps. Donc c'est un petit peu comme si le temps des horloges avait laissé la place à cette espèce de respiration lente et naturelle donc des saisons. Alors donc on est dans un monde coupé du reste. On est dans une espèce de capsule temporelle, comme dans un vaisseau spatial en fait, et va se créer une atmosphère de huis clos, avec cette sensation de ralenti, où on trouve un frère et une sœur qui vont séjourner dans cet appartement, dont on ignore d'ailleurs à qui il appartient et combien de temps il aurait prêté. Et donc ils vont vivre, ils vont séjourner, vont s'enfermer de façon volontaire, sans qu'il y ait d'explication sur la raison de cette réclusion. Il n'y a pas d'explication psychologique, il n'y a pas d'explication rationnelle. C'est un petit peu comme dans ce film de Buñuel, L'Ange exterminateur, où vous vous souvenez, il y a des gens qui sont invités dans une fête, et puis qui, à l'heure où il conviendrait de quitter donc la maison, il y a quelque chose qui les retient. C'est un peu la même chose qui se passe avec mes deux personnages. Alors, le frère, lui, ne sort absolument pas de cet appartement. Quant à la sœur, elle va s'absenter, mais de façon toujours très rapide, pour assurer le ravitaillement donc, dans cet appartement. Et alors va se créer, dans cette atmosphère de huis clos, va se créer une sorte d'espace de transgression. On va voir que l'appartement va produire des effets sur le narrateur, et même si les meubles sont des meubles bien réels, même si les murs sont des murs porteurs bien réels, il y a comme il y a des choses qui sont bizarres dans cet appartement. Les sons sont plus les mêmes. Le narrateur va faire des expériences musicales qui vont le dérouter, lui faire comprendre, enfin il va découvrir des nouvelles musiques, pour ainsi dire. Et le langage lui-même, les mots n'ont plus la même résonance que dans le monde extérieur, si je puis dire. Et effectivement, le frère et la sœur vont vivre une espèce de relation là où le langage va devenir une réalité débordante, où le langage ne renvoie plus qu'à lui-même. Et l'appartement va marcher va fonctionner plutôt comme une espèce de machine à produire des commentaires. Alors on commente l'enfance, il y a un esprit de dérision, de destruction, comme si ce lieu particulier
mettait en œuvre un processus donc de dérision, de destruction. Bon, on va rejouer en quelque sorte une espèce de comédie de l'enfance. J'ai écrit ce livre, l'appartement, c'est la continuation pour moi de RR. Alors pour le lecteur ça n'importe pas, mais pour moi c'est comme ça que les choses sont faites. Et il y avait une scène dans mon précédent roman où un frère et une sœur se retrouvaient dans une école désaffectée à la suite de l'enterrement d'une personnage qui était la grand-mère. Et donc c'était une scène un peu opaque, un peu mate, un peu mystérieuse, où il s'échangeait peu de choses. On était d'abord dans un lieu un peu... une école désaffectée. Là, il y avait quelques petites paroles comme ça. Il n'y avait pas de prologue, il n'y avait pas de dénouement non plus. La sœur dessinait, enfin, dans le livre c'était Hortense. Hortense dessinait une fleur sur le tableau à la craie. Elle décrochait des dessins, les jetait à la poubelle. Et en fait cette scène c'était comme un rendez-vous manqué. Et j'ai l'impression finalement que d'avoir comme creusé une galerie ou ouvert un passage secret dans cette salle de classe qui m'a mené à cet appartement haussmannien. C'est comme si j'avais creusé un tunnel et puis je soulève la bouche d'égout et puis j'apparais dans cette espèce de décor là tout clinquant, très luxueux, très lourd et finalement très oppressant de l'appartement d'Haussmann, enfin de l'appartement haussmannien comme on dit. Et alors j'ai pas voulu du tout écrire la suite de RR, mais pour moi c'est vraiment comme la reprise du thème finalement du frère et de la sœur à un autre étage de la narration. Voilà. L'eau est très présente dans ce livre. C'est l'eau du bain, c'est la pluie qui tombe à l'extérieur pendant des jours et des jours. C'est l'eau d'un lac noir dont rêve le narrateur de façon récurrente. Donc l'eau est un élément qui est très très présent dans ce texte. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, il y a sans doute quelque chose de l'ordre de... Bon, c'est l'élément qui évoque le désir, le débordement, la mort, la vie, il y a plein de choses. Et je crois que pour moi, l'eau a été un élément important parce que ça m'a permis d'amener une progression finalement dans ce roman. C'est pas l'explication, encore une fois, c'est pas l'explication psychologique qui me permet d'avancer avec les personnages et dans les histoires, parce que ça m'intéresse pas du tout. Et l'eau a été comme cet élément conducteur qui va permettre de mettre en lien des éléments hétérogènes, cet appartement qui n'est pas particulièrement hospitalier, qui n'est pas particulièrement accueillant, et puis ce qui se passe dans la tête du narrateur, hein, dont on apprend lorsqu'il arrive, bon, il était avec une femme, il n'est plus avec cette femme, il y a une histoire donc qui s'est terminée, on a un peu l'impression que c'est la sœur qui l'a rapté pour lui permettre de reprendre un peu ses esprits, de se ressaisir. Donc au départ on pourrait éventuellement penser que c'est un appartement thérapeutique et puis après ça devient un lieu d'expérimentation, comme une chambre d'écho. En fait, bon, le livre s'appelle l'appartement, mais je crois que l'appartement est un personnage à part entière. C'est pas simplement un décor, même si au départ je le présente avec cette volonté de marquer bon, tout ce qu'il peut y avoir d'arrogant, de luxueux, bon, ça évoque la richesse, le confort, Haussmann, etc. Et puis petit à petit, l'appartement s'installe en tant que personnage. C'est-à-dire qu'il va avoir sa vie propre. Non seulement il produit des effets sur le narrateur, alors d'abord celui-ci il est un peu inquiet, il a l'impression d'être
de pas être à la bonne place, d'être un petit peu comme quelqu'un qui est en effraction dans un lieu, puis petit à petit il va s'habituer, il va y avoir une espèce de routine qui va s'installer. Et avec donc l'évolution des relations entre le frère et la sœur, c'est l'appartement lui-même qui va émettre des signes, comme s'il devenait lui-même un personnage. Et du coup, c'est pas le décor, c'est pas le milieu dans lequel des personnages évoluent, mais c'est comme une plaque sensible, comme une peau, j'ai envie de dire. Il y a le thème de la peau qui revient un petit peu dans le roman. Il est comme une peau qui va réagir à ce qui se passe, et puis qui va renvoyer des choses donc au personnage. Parmi les appartements qui ont pu m'influencer ou m'inspirer, il y a certainement cet appartement de Tarkovsky dans le film Le Miroir. C'est un appartement moscovite, je crois, qui est un petit peu délabré, et comme toujours dans les films de Tarkovsky, l'intérieur, l'extérieur, la frontière n'est jamais très nette. C'est un petit peu la même chose qui s'est passé dans l'appartement, dans mon livre. Au départ, on est dans une espèce de capsule de monde vraiment séparé, avec des murs protecteurs, et puis petit à petit on a l'impression que c'est l'extérieur qui va progressivement envahir et gagner du terrain dans cet appartement. Et comme si les murs devenaient poreux ou perméables au monde extérieur. Et j'ai bien aimé jouer avec cette espèce de confusion, de la même façon que le personnage, le narrateur, peut être envahi et colonisé finalement par l'appartement, qui est comme un esprit. De la même façon, l'appartement lui-même ne connaît pas ses propres limites. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. Pour moi, il y aura un troisième livre qui formera un triptyque. J'aime pas trop parler de mes personnages en fait. C'est beaucoup plus simple pour moi de vous parler de l'appartement. Mes personnages, quand je commence un livre, ils sont toujours dans un lieu et ils vont devenir la proie de ce lieu. Et ces personnages, au départ, c'est des coquilles vides. Alors je leur donne une ombre, une silhouette, une identité, enfin très vague, très floue. Et c'est seulement finalement l'écriture qui va me permettre, voilà, je vais projeter des éléments de biographie, je vais projeter des lectures, je vais projeter des images, un peu Tarkovsky, Buñuel dont je parlais tout à l'heure. Mais voilà, donc qu'est-ce que ces personnages deviennent? Alors il se passe des trucs, effectivement, qu'est-ce qui se passe quand on est dans un huis clos, un frère et une sœur, donc dans un appartement? Bon, voilà. On est juste dans une boîte en fait, un peu comme dans une œuvre d'art, avec des surfaces qui réfléchissent. C'est un système un petit peu piégeux, un petit peu labyrinthique. C'est un espace d'expérience. Je pense que l'écriture d'un roman, c'est une expérience. On ne sait pas où on va. Enfin, personnellement, je ne sais pas où je vais. Alors évidemment, je pars avec l'idée que ça va être un frère et une sœur. Et évidemment que je ne peux pas m'empêcher d'y projeter des choses de ma propre vie, puisque j'ai une sœur. Mais c'est pas du tout pour moi, c'est pas pour moi de l'autofiction, c'est pas pour moi un roman d'apprentissage, ni véritablement d'introspection. Voilà. Je pense que il y a sans doute beaucoup d'éléments intimes, personnels, mais tout ça c'est projeté en vrac, et c'est surtout l'écriture qui permet, me semble-t-il, de composer quelque chose de cohérent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui décide de l'histoire, enfin des relations frères-sœurs, etc. Bah c'est l'eau, finalement. C'est voilà, je peux révéler, enfin dire quelque chose là. L'inondation, voilà. Il y a un moment où l'eau monte. Bon, alors on peut plus rester dans l'appartement. Das Unheimliche. Enfin, l'inquiétante étrangeté, c'est... Enfin,
l'inquiétante échangerie, c'est qu'on n'est jamais chez soi. En fait, je crois vraiment qu'il y a un fil conducteur dans mes romans, même si évidemment c'est pas volontaire. Je construis pas une œuvre, les choses elles s'empilent, mais cet élément commun, c'est qu'on n'est jamais chez soi. Et j'adore mettre mes personnages et évidemment un peu de moi-même dans des espaces incertains qui finissent par vous montrer, à vous qui écrivez, que on n'est pas maître du lieu, on n'est pas maître du livre, et que écrire, ça consiste à visiter, à explorer des lieux. Alors évidemment qu'on pourra dire que ce dehors est une extériorisation du dedans, que voilà, le moi n'est pas maître dans sa propre maison, Freud, etc. Bon, mais ce qui m'intéresse vraiment au premier chef, c'est l'empreinte du lieu, c'est l'impression qu'un lieu peut peut produire sur une conscience. Et j'espère que c'est ça que ressent le lecteur. Enfin, voilà. Si l'inquiétante étrangeté peut avoir un sens pour moi, c'est de se communiquer, quoi. C'est de produire cette... J'ai pas envie de produire le malaise chez le lecteur, c'est pas du tout ça. J'ai pas envie qu'ils se sentent mal, au contraire. Je crois que... Mais voilà, on n'est jamais chez soi. On n'est jamais chez soi, c'est ce que dit la littérature.